Le millionnaire a refusé toutes les femmes riches et a choisi de danser avec la pauvre femme de ménage au bal de luxe. Claire Moreau n'avait jamais souhaité être remarquée. À 30 ans, elle s'était habituée à se fondre dans les murs comme l'ombre silencieuse d'un monde qui n'était pas le sien. Chaque soir, elle enfilait l'uniforme gris de femme de ménage et traversait la grande baie vitrée du prestigieux hôtel Montrose, en plein cœur de Paris, sans un mot, sans un regard échangé. Elle connaissait les moquettes épaisses et les dorures des couloirs mieux que sa propre chambre, là-bas, à Saint-Denis, où elle vivait dans un petit 2 pièces étouffant avec sa grand-mère malade. Le soir, elle nettoyait les traces invisibles des riches, aspirant leur poussière dorée, essuyant leurs miroirs, remettant en ordre ce que l'excès avait dérangé. Le matin, elle troquait l'odeur du détergent pour celle des livres dans l'amphithéâtre de l'université publique où elle suivait des cours d'administration. Personne ne le savait. Elle avait appris à garder ce secret comme un bijou trop fragile pour être exposé. Dans ce monde où les apparences dictèrent les règles, elle préférait rester dans l'ombre, là où personne ne poserait de questions. Chaque journée était minutée avec une précision impitoyable. Réveil à 6 heures, soins à sa grand-mère, 2 bus pour l'université, 3 cours à la suite, sandwich froid sur un banc, retour à la maison pour une courte sieste, puis métro jusqu'à l'hôtel. Elle ne se plaignait pas. Elle ne s'autorisait même pas à rêver. Elle avançait, simplement, pour survivre, pour que sa grand-mère ne manque de rien, pour un futur qu'elle n'osait encore imaginer. Mais ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer le grand salon de bal du 6e étage, quelque chose changea. Le salon était en pleine préparation pour un événement d'une rare élégance, un bal de gala privé, sur invitation uniquement, rassemblant les personnalités les plus influentes de la haute société parisienne. Tout était somptueux. Les lustres scintillaient comme des constellations figées. Les tables, déjà nappées de lin ivoire, attendaient les couverts d'argent et les verres de cristal. Les fleurs, livrées plus tôt, embaumaient la salle d'un parfum capiteux de lys et de jasmin. Claire passait la serpillière près des loges des artistes quand elle aperçut un petit carton doré posé sur une coiffeuse. Intriguée, elle s'en approcha. C'était un carton d'invitation, visiblement tombé du sac de quelqu'un ou oublié lors des préparatifs. Le nom était partiellement effacé par une tache d'eau. On distinguait à peine quelques lettres, peut-être Élodie ou Emmeline, difficile à dire. Elle le prit entre ses mains, l'observa un instant, puis le glissa machinalement dans la poche de son uniforme, se promettant de le remettre plus tard à la réception. Mais une pensée sourde et insistante s'immisça en elle. Ce carton représentait une porte, une faille dans le monde clos des puissants. Une invitation au rêve, même si ce rêve ne devait durer qu'un instant. Elle tenta de chasser cette idée absurde. Que ferait-elle là-bas parmi les robes de créateurs et les bijoux hors de prix? Elle n'avait rien à y faire. Elle n'était pas de ce monde. Pourtant, alors qu'elle continuait son travail, l'image du carton ne cessait de la hanter. Ce soir, en plus, elle attendait une autre réponse, celle de l'université qui devait lui confirmer son admission en master avec bourse d'excellence. Cette lettre, elle l'attendait depuis des mois, mais elle avait peur de l'ouvrir, peur d'espérer, peur d'être déçue. Alors, à la fin de son service, au lieu de rentrer directement chez elle, Claire s'arrêta devant les grandes portes vitrées du salon désormais prêt pour le bal. Derrière, les invités commençaient à arriver descendus de berlines noires, enveloppés de parfums de luxe et de soie brillante. Elle les observait à travers la vitre, fascinée et étrangère. Puis elle pensa au vieux coffre dans la chambre de sa grand-mère, là où était rangée une robe de velours bleu nuit, autrefois portée par sa mère pour une fête d'un autre siècle. Elle n'y avait pas touché depuis des années, mais ce soir-là, pour une raison qu'elle ne saurait expliquer, elle décida d'aller la chercher. 1 heure plus tard, Claire se regardait dans le miroir fêlé de la salle de bain. La robe lui allait, un peu serrée à la taille, mais encore élégante. Elle se maquilla légèrement, attacha ses cheveux en un chignon approximatif et chaussa des escarpins noirs aux talons usés. Tout en elle criait l'effort discret d'une femme qui n'avait pas l'habitude de briller. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était insensé. Mais pour une fois, elle voulait voir, juste voir, pas se faire remarquer, pas se mêler à eux, juste être témoin d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Elle entra dans le hall du Montrose par la porte de service, traversa un couloir qu'elle connaissait par cœur, puis glissa dans l'ombre d'un pilier à l'entrée du salon.
Elle n'avait pas besoin de montrer le carton. Elle ne comptait pas s'attarder. Elle voulait seulement respirer un peu de cet air saturé d'élégance, entendre la musique d'un vrai orchestre, voir les femmes virevolter en robe haute couture. Mais même tapie dans l'ombre, elle attira des regards. 3 femmes, assises près du bar, la fixaient avec insistance. L'une d'elles, une blonde glaciale nommée Camille, murmura quelque chose à l'oreille de ses amis, qui éclatèrent de rire. Elle la dévisageait sans gêne, comme si Claire était une anomalie dans leur décor de luxe. Son regard baissa instinctivement. Elle sentit la chaleur de la honte monter à ses joues. Elle n'avait pas sa place ici. C'était une erreur. Elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle n'atteigne la sortie, une silhouette s'interposa. Camille, un sourire narquois aux lèvres, tenait une coupe de champagne à la main. D'un geste faussement maladroit, elle fit glisser le contenu pétillant sur le velours bleu de la robe de Claire. Un frisson la traversa. Le liquide froid coula le long de sa poitrine, s'infiltra dans le tissu, marquant une tache sombre et irrécupérable. Le silence se fit autour d'elle. Claire, paralysée par l'humiliation, baissa la tête, incapable de répondre. Elle voulait disparaître, devenir cette ombre qu'elle savait si bien incarner. Mais ce soir, quelque chose allait briser cette invisibilité qu'elle avait tant protégée. « Souhaitez-vous que je continue avec la partie 2 ?» Une invitation qui ne lui était pas destinée. Claire courut jusqu'aux toilettes du personnel, le cœur battant, la robe trempée et collante contre sa peau. Dans le miroir ébréché, elle vit le dégât que le champagne avait causé. Une large tache sombre s'étalait sur le buste, rendant le velours lourd et poisseux. Mais ce n'était pas la tache qui lui faisait le plus mal. C'était le rire, le regard de Camille, le mépris évident dans les yeux de ces femmes qui ne l'avaient jamais vue et qui, en un instant, avaient décidé qu'elle n'était rien. Elle s'appuya contre le lavabo, ferma les yeux un moment. Elle voulait rentrer, tout oublier. Redevenir la Claire invisible, sans prétention, sans rêve. Mais quand elle glissa la main dans la poche de son manteau pour y chercher un mouchoir, ses doigts rencontrèrent de nouveau le carton doré. Le carton était légèrement froissé, mais toujours lisible, du moins en partie. L'écriture calligraphiée indiquait clairement l'objet, bal de gala privé, Montrose Hôtel, entrée sur invitation uniquement. Le nom du destinataire avait été gratté ou effacé, laissant un espace vide, mais tout le reste était intact. Claire le regarda longuement, comme si elle pouvait y lire autre chose qu'un simple objet de papier. Elle pensa à ce qu'aurait pu être sa soirée, à ce qu'elle était en train de devenir. Une humiliation de plus, une fuite de plus. Mais elle était fatiguée de fuir. La robe était mouillée, mais elle la sécha tant bien que mal avec du papier absorbant. Le tissu bleu nuit avait conservé une certaine élégance, malgré l'agression du champagne. Elle refit son chignon, essuya son visage, redressa les épaules. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas là par hasard. Elle n'avait peut-être pas été invitée, mais elle ne méritait pas non plus d'être humiliée. Quelque chose au fond d'elle, une petite voix longtemps étouffée, murmurait que ce monde n'avait pas à lui être interdit. Elle sortit discrètement des toilettes et s'approcha de l'entrée du salon. L'hôtesse à l'accueil vérifiait les noms sur une tablette. Claire hésita une seconde, puis tendit le carton d'une main assurée. L'hôtesse jeta un regard rapide, haussa les sourcils face aux noms illisibles, puis sourit poliment. Elle ne voulut pas faire d'histoire. Elle ouvrit la corde de velours rouge et laissa Claire entrer. En franchissant cette limite symbolique, Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était plus une spectatrice. Elle était là, au centre du décor. La salle de bal brillait de 1000 feux. Les lustres suspendus jetaient des éclats dorés sur les robes scintillantes, les smokings parfaitement taillés, les bijoux extravagants. Un orchestre jouait une valse élégante, tandis que les invités tournaient lentement sur la piste. Claire se plaça en retrait, près d'une colonne, là où elle pouvait observer sans être vue. Malgré la tension qui serrait sa poitrine, elle se laissa envahir par la beauté de l'instant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver. Elle reconnut certains visages de la presse ou de la télévision, des femmes célèbres, des hommes d'affaires puissants, des héritiers à la mine ennuyée. Et parmi eux, une silhouette attira son attention. Grand, élégant, les cheveux châtains coiffés avec une discrétion savante, il se tenait près du piano, entouré d'un petit groupe de femmes qui semblaient toutes rivaliser d'efforts pour capter son attention. Claire ne le connaissait pas, mais elle devina aussitôt qu'il n'était pas un invité ordinaire. Vincent Delacroix. Le nom arriva jusqu'à elle par un murmure dans la salle.
Certaines femmes le disaient à voix basse, d'autres le glissaient dans des rires discrets. Il était l'héritier discret de Delacroix Technologies, une entreprise qui avait révolutionné les systèmes de communication en Europe. On disait de lui qu'il était aussi brillant que secret, aussi riche que mystérieux. Et ce soir-là, il semblait n'avoir envie de parler à personne. Chaque sourire qu'il offrait était poli mais distant. Chaque mouvement semblait dicté par une routine apprise. Claire l'observa sans insistance, mais elle fut frappée par l'évidence. Cet homme ne s'amusait pas. Il était présent mais absent. Son regard balayait la salle comme à la recherche d'un détail qui lui échapperait. Il semblait étrangement seul, malgré l'attention constante dont il faisait l'objet. Et soudain, ses yeux croisèrent les siens. Ce fut un éclair silencieux, un battement suspendu. Vincent la regarda non comme un homme regarde une femme séduisante, mais comme quelqu'un qui voit quelque chose d'inattendu. Son regard ne trahissait ni jugement, ni surprise, seulement une curiosité sincère. Claire détourna les yeux, troublée. Elle ne voulait pas se faire d'illusions. Elle n'avait rien à offrir à cet homme, rien de ce que ces femmes autour de lui possédaient en abondance. Alors elle fit ce qu'elle avait prévu au départ, rester quelques minutes, admirer la salle, puis partir. Elle se dirigea discrètement vers la sortie, espérant ne pas croiser à nouveau Camille ou ses acolytes. Mais c'était sans compter sur la cruauté des gens qui s'ennuient. Camille reparut, comme surgie de nulle part. Elle était désormais accompagnée de 2 hommes en costume, visiblement amusés par le petit jeu qui se préparait. Claire n'eut pas le temps de réagir. Camille, faussement enjouée, lança à haute voix « Ah, mais tu es encore là. Tu sais, le service se fait par la porte arrière, tu t'es peut-être trompé de balle. » Les rires fusèrent, les regards convergèrent vers elle. Claire sentit son estomac se nouer. Elle serra le carton toujours dans sa main. Elle n'avait rien volé. Elle n'avait fait de mal à personne. Et pourtant, elle se sentait à nouveau si petite. Elle tourna les talons. Le rêve était fini. L'instant de beauté s'était brisé comme un verre de cristal qu'on laisse tomber par inattention. Elle marchait vite, presque en courant, tentant de fuir cette humiliation. Mais une voix la stoppa net, une voix ferme, grave, assurée. Une voix qui résonna dans toute la salle, imposant le silence. « Attendez !» Claire s'arrêta pétrifiée. Elle se retourna lentement et vit Vincent Delacroix avancer à travers la foule, ses pas calmes mais décidés, son regard fixé sur elle. Il s'approcha, ignorant les murmures, les regards ahuris. Lorsqu'il fut face à elle, il sortit un mouchoir en tissu de sa poche intérieure et le lui tendit. « Votre robe est magnifique. Accepteriez-vous de danser avec moi ?» La salle entière sembla se figer. Le temps suspendu. Claire, incapable de prononcer un mot, hocha lentement la tête, et tandis que Vincent lui prenait la main pour l'entraîner sur la piste, les murmures se turent. Plus personne ne riait. Elle venait de franchir une frontière invisible, et rien, désormais, ne serait plus comme avant. Vincent Delacroix n'était pas du genre à apprécier les bals. Il n'aimait pas les fêtes, ni les projecteurs, ni les regards insistants. Pourtant, il s'y rendait toujours, par devoir, par image, parce que son nom, son héritage, sa position dans l'industrie technologique européenne lui imposait cette présence constante dans les sphères les plus en vue de la haute société. Il savait sourire, il savait parler, il savait danser, mais au fond de lui, il n'y trouvait rien de vrai. Les conversations lui semblaient toutes identiques. Les visages se fondaient les uns dans les autres, comme des mannequins placés là pour jouer une scène déjà écrite. Ce soir-là, au bal du Montrose, il ressentait plus que jamais cette lassitude pesante, ce vide élégant qu'il avait appris à dissimuler derrière un masque de courtoisie. À 30 ans, Vincent avait hérité de l'empire bâti par son père, un génie des télécommunications devenu légende dans les milieux financiers européens. Il avait grandi dans le luxe, mais aussi dans la solitude. Élevé dans des pensionnats suisses, formé dans les meilleures universités du monde, il avait appris à gérer, à investir, à décider. Ce qu'on ne lui avait jamais appris, en revanche, c'était à faire confiance. Depuis toujours, il doutait des intentions des autres. Il sentait quand on l'approchait pour son nom, pour son argent, pour l'idée qu'on se faisait de lui. Et ces dernières années, cela devenait insupportable. Chaque événement mondain était devenu une pièce de théâtre où il jouait un rôle. Il dansait, discutait, posait pour quelques photos, puis repartait, seul, comme toujours. Les femmes qui l'approchaient étaient belles, raffinées, cultivées parfois, mais toutes semblaient porter le même masque. Il y avait Camille, justement, croisée à plusieurs reprises lors de soirées privées,
toujours parfaite, toujours élégante, toujours calculatrice. Elle n'était pas la seule. D'autres, comme elle, semblaient avoir fait de Vincent un trophée à conquérir. Mais lui, dans tout cela, ne se reconnaissait plus. Il cherchait autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. Alors, ce soir-là, lorsqu'il était entré dans la salle du Montrose, il n'avait pas d'attente. Il avait salué quelques visages connus, répondu aux compliments sur ses récents investissements en Afrique, écouté distraitement une conversation sur les marchés émergents, puis s'était isolé près du piano, un verre de whisky à la main. De là, il observait la salle comme on regarde un tableau figé, à la recherche d'un détail qui échapperait à l'œil non averti. Et c'est alors qu'il la vit. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle se tenait légèrement en retrait, près d'une colonne, les mains croisées devant elle, vêtue d'une robe bleu nuit qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés simplement, son maquillage discret, presque inexistant. Mais ce n'était pas son apparence qui attira Vincent, c'était l'incongruité de sa présence. Elle ne bougeait pas comme les autres, elle ne semblait pas à l'aise, ni même vouloir se faire remarquer. Elle regardait autour d'elle avec un mélange de curiosité et de retenue, comme si elle était entrée par erreur dans un monde trop éclatant pour elle. Et cela, justement, éveilla l'intérêt de Vincent. Il l'observa un long moment, remarquant la tension de ses épaules, la façon dont elle se recroquevillait presque pour ne pas déranger. Il vit aussi les autres la remarquer, les rires étouffés, les regards insistants, les messes basses. Et quand il vit Camille s'approcher d'elle avec ce sourire qu'il connaissait trop bien, il comprit avant même que la scène ne se déroule. Le champagne, le geste calculé, la méchanceté déguisée en accident. Tout était si prévisible, si misérable. Alors, sans réfléchir, Vincent quitta le bord de la salle et s'avança. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Pas cette fois. Lorsqu'il arriva près d'elle, il vit dans ses yeux cette lueur blessée qu'il avait déjà vue dans le regard d'autres, plus jeunes, dans des lieux moins éclatants. Des gens qui n'avaient pas l'habitude qu'on les défende. Il lui tendit son mouchoir, parla simplement, sans emphase, sans chercher les faits. Il lui demanda si elle voulait danser, parce qu'à cet instant précis, elle était la seule personne vraie dans toute cette salle. Et maintenant, alors qu'il tournait lentement sur la piste, Vincent sentit quelque chose d'inédit, la légèreté. Elle ne savait pas vraiment danser, il le voyait bien, mais elle suivait le rythme avec attention. Ses gestes étaient sincères, ses réponses timides mais pleines de vérité. Elle ne cherchait pas à le séduire, elle ne jouait aucun jeu. Elle était là, sans défense, sans prétention. Et cela bouleversait tout. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il à mi-voix, leur visage proche sous la lumière tamisée. Elle hésita une seconde, puis répondit, le regard fuyant. « Claire. Claire, c'est joli. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Elle sourit, un peu gênée. « Non, je ne fais que passer. Et pourtant, vous êtes celle que tout le monde regarde ce soir. » Elle baissa les yeux, ne sachant que répondre. Il aurait pu insister, mais il choisit le silence. Il voulait juste prolonger cette danse, ce moment suspendu, cette illusion d'éternité où rien d'autre n'existait que la musique, la lumière douce, et cette femme sortie de nulle part qui venait, sans le savoir, de bouleverser son monde figé. Autour d'eux, les murmures reprenaient, les regards s'échangeaient, mais Vincent s'en moquait. Il continuait à tourner doucement avec elle, ignorant les conventions, les attentes, les jugements. Il n'y avait plus de gala, plus de rôles à jouer. Il n'y avait qu'un homme et une femme, réunis dans une danse improbable, et peut-être, sans le savoir encore, dans le début de quelque chose de vrai. Le parquet brillant du salon de bal renvoyait des reflets chauds de doré et d'ivoire sous les lustres monumentaux. Des couples tournaient avec grâce au centre de la pièce, tandis que des serveurs en gants blancs glissaient entre les invités, leurs plateaux chargés de coupes de champagne millésimées et de petits fours délicats. Tout respirait la perfection, la maîtrise, la richesse d'un monde soigneusement refermé sur lui-même. Et dans ce monde ciselé comme un diamant, Claire avançait comme un grain de sable. Elle n'aurait jamais dû franchir cette porte. Elle le savait. Chaque pas qu'elle faisait sur le tapis épais semblait résonner dans sa tête comme une alarme silencieuse. Elle n'avait pas été invitée, pas habillée par un couturier renommé, pas coiffée par un styliste. La robe bleue qu'elle portait, héritée de sa mère,
tenait grâce à quelques points qu'elle avait refaits elle-même dans la petite cuisine de leur appartement exigu. Les escarpins, au cuir terni, trahissèrent leur âge, et ses boucles d'oreilles en perles synthétiques semblaient presque honteuses sous les éclats du cristal. Mais Claire était là, pas pour provoquer ni pour s'imposer. Elle voulait juste voir, s'imprégner de cet univers dont elle ne connaissait que les images glacées des magazines. Sentir ce que c'était, pour une fois, d'être dans la lumière, même sans y appartenir. Elle s'était glissée par une entrée secondaire, le carton d'invitation toujours dans sa poche, persuadée qu'on ne la remarquerait pas dans cette foule si nombreuse. Pourtant, à peine avait-elle fait quelques pas dans la salle que les regards s'étaient posés sur elle. Ce n'était pas une attention bienveillante, ni même de la simple curiosité. C'était un jugement silencieux, précis, implacable. Les yeux de femmes habituées à classer, évaluer, comparer. Celles qui vivaient dans ce monde depuis toujours, qui en connaissaient tous les codes, toutes les subtilités. Claire sentit ces regards comme autant de lames invisibles lui entaillant la peau. Elle tenta de se faire petite, de s'éloigner vers un coin de la pièce où elle pourrait simplement observer. Mais il était déjà trop tard. Camille la vit en premier. Assise près du bar avec deux autres femmes à l'élégance cruelle, elle plissa les yeux en voyant Claire passer. Un sourire fin se dessina sur ses lèvres impeccablement maquillées. Elle murmura quelque chose à ses amis qui se retournèrent à leur tour et toutes trois éclatèrent d'un rire étouffé. Claire sentit leurs yeux la suivre, scruter chaque détail. La coupe de sa robe, trop simple, trop droite, ses épaules légèrement voûtées, sa démarche hésitante. Elle devint instantanément une cible. Camille se leva, son verre à la main et s'approcha d'un pas lent, comme un prédateur savourant l'approche. Claire l'aperçut dans son champ de vision et baissa instinctivement les yeux. Elle voulait fuir, mais son corps semblait figé. Camille se posta devant elle, lui barrant le passage et dit d'un ton mielleux « Quelle audace, vraiment ! Cette robe vintage, c'est un choix risqué, très original. » Claire, surprise, ne répondit pas. Elle sentit son cœur battre plus vite. Camille poursuivit, un sourire ironique accroché aux lèvres. « Tu sais, il y a une certaine noblesse à savoir rester à sa place. Mais peut-être que certaines personnes ont besoin d'apprendre ça à la dure. » Et sans lui laisser le temps de réagir, Camille renversa doucement mais volontairement le contenu de sa coupe sur le buste de Claire. Le liquide froid s'infiltra dans le tissu, dessinant une large tache qui assombrit le bleu du velours. Le choc fut bref, mais total. Claire recula d'un pas, les bras légèrement écartés, incapable de comprendre si cela venait d'arriver ou si elle l'avait imaginé. Mais les éclats de rire autour d'elle confirmèrent la réalité. La salle ne s'arrêta pas. Les musiciens continuèrent à jouer. Les danseurs poursuivirent leur valse. Mais dans ce coin-là, près du bar, un silence épais s'était installé. Claire entendit des murmures, sentit les regards fuser, certains choqués, d'autres amusés. Elle aurait voulu disparaître, s'effacer du décor, se dissoudre dans le plancher. Ses mains tremblaient. Elle tourna les talons sans dire un mot, décidée à quitter la salle, à mettre un terme à cette folie. Mais une voix venue de l'autre côté de la pièce coupa net son mouvement. « Attendez !» Elle se figea comme électrisée. Les murmures cessèrent brusquement. Tous les visages se tournèrent dans la même direction. Vincent Delacroix traversait la salle, seul, sa démarche calme mais assurée. Il ne regardait personne d'autre qu'elle. Pas Camille, pas les autres convives. Il avait les yeux fixés sur Claire, et dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni amusement, ni moquerie. Seulement une sorte de calme sérieux, une détermination tranquille. Arrivé à sa hauteur, il sortit un mouchoir en tissu de sa veste et le lui tendit. Claire le prit, sans savoir quoi faire de ce geste. Il lui dit alors, simplement, « Votre robe est splendide, et si vous acceptiez de danser ?» Le choc dans la salle fut palpable. Les conversations s'interrompirent. Même l'orchestre ralentit, surpris. Camille recula d'un pas, la bouche entr'ouverte, incapable de dissimuler son désarroi. Claire, elle, ne comprenait plus rien. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle se demanda si elle était en train de rêver, si tout cela n'était pas un produit de son imagination fatiguée. Mais Vincent lui tendait la main, tranquillement, comme s'il n'y avait là rien d'extraordinaire. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle posa sa main dans la sienne, et il l'entraîna au centre de la piste, là où tous les regards convergeaient désormais. L'orchestre, comprenant enfin, reprit sa valse avec douceur. Ils commencèrent à danser, lentement,
maladroitement au début. Claire n'avait jamais appris les pas de bal, mais Vincent la guidait avec une délicatesse qui l'apaisa peu à peu. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard elle ne vit aucun calcul, aucune pitié, seulement de l'attention réelle, rare. Il tournait au rythme de la musique, et pour la première fois de sa vie, Claire n'avait plus peur d'être vue. Le silence qui s'était abattu sur la salle au moment où Vincent Delacroix avait tendu la main à Claire s'étirait comme un souffle suspendu. Personne ne parlait. Personne n'osait rompre cet instant figé. Les yeux des invités suivaient le moindre de ses mouvements, comme si chacun cherchait à comprendre ce qu'il voyait, ce qu'il croyait voir. Vincent, lui, ne s'en souciait pas. Il ne regardait que Claire. Et Claire, incapable de penser, sentit ses doigts trembler lorsqu'elle posa sa main dans la sienne. Il ne lui laissa pas le temps de reculer, ni même de douter. Il l'entraîna doucement au centre de la piste, parmi les autres couples. Un frisson glissa le long de sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas de la peur. C'était une sensation nouvelle, étrange, presque irréelle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi cet homme, adulé, courtisé, envié, avait soudain décidé de briser tous les codes pour l'inviter à danser, elle, une femme de ménage déguisée en princesse d'un soir. Et pourtant, rien dans son regard ne laissait penser qu'il faisait cela par provocation ou pour se distraire. Il était calme, sincère. La musique reprit doucement, comme pour accompagner cette scène inattendue. Une valse lente, mélodieuse, parfaite pour masquer les hésitations de Claire, qui n'avait jamais appris à danser de cette façon. Elle posa l'autre main sur l'épaule de Vincent et son corps tendu se laissa guider. Il ne lui parlait pas. Il l'observait avec une attention bienveillante. Ses gestes étaient assurés, mais jamais autoritaires. Il la menait sans l'imposer. Et plus les pas se succédaient, plus elle retrouvait un équilibre, une grâce insoupçonnée. Autour d'eux, les regards se multipliaient. Certains exprimaient une curiosité amusée, d'autres, une incompréhension choquée. Les murmures enflaient, les messes basses se propageaient comme une traînée de poudre. Camille, toujours près du bar, ne cachait plus son agacement. Elle serrait son verre si fort qu'on aurait cru qu'il allait se briser. À ses côtés, d'autres femmes échangeaient des commentaires acides, choquées que Vincent puisse accorder ne serait-ce qu'un regard à cet inconnu. Elles ne la reconnaissaient pas, et cela les rendait encore plus nerveuses. Mais Claire n'entendait plus rien. Elle n'était plus dans cette salle, elle était ailleurs, portée par la musique, par la chaleur de cette main qui tenait la sienne, par l'intensité discrète de ce regard posé sur elle. Elle se surprit à parler, des choses simples. Elle lui dit qu'elle aimait lire, qu'elle étudiait l'administration, qu'elle rêvait de monter un jour une petite entreprise sociale. Elle ne chercha pas à impressionner. Elle ne mentionna ni prix, ni réussite, ni titre. Juste des rêves, des pensées, des fragments d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé confier à personne dans ce genre d'endroit. Vincent l'écoutait avec une attention rare. Il lui posait des questions, non pas pour meubler le silence, mais parce qu'il voulait comprendre. Il voulait savoir d'où elle venait, ce qui l'animait, ce qu'elle pensait du monde qui les entourait. Et à mesure que la conversation avançait, quelque chose se détendait en Claire. Son dos se redressait, son sourire devenait plus franc, sa voix plus assurée. Elle n'était plus la jeune femme intimidée de tout à l'heure. Elle devenait elle-même, doucement, mais avec fermeté. Ils dansèrent une seconde fois, puis une troisième. Les autres couples ralentirent leur cadence. Certains quittèrent la piste. Vincent et Claire, eux, restèrent. Il ne proposa pas de la raccompagner ni de prolonger la soirée. Il ne fit pas de promesses. Mais lorsqu'ils s'arrêtèrent, enfin, à la fin de la quatrième danse, il lui dit simplement d'un ton calme « Merci pour ce moment. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens vraiment ici. » Claire ne sut quoi répondre. Elle avait envie de lui dire merci aussi, mais les mots lui manquaient. Alors elle hocha la tête, simplement. Il lui fit un léger salut de la tête, puis s'éloigna tranquillement, disparaissant dans la foule. Elle resta seule un moment au milieu de la piste désormais vide, sans savoir quoi faire. Elle s'attendait à être rejetée. Elle s'était préparée à fuir. Mais rien ne s'était passé comme prévu. Elle avait dansé. Elle avait été écoutée. Elle avait été vue. Elle retourna vers un coin plus discret de la salle où elle récupéra son manteau. Elle passa devant Camille, qui la dévisagea sans dissimuler son dédain, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle n'avait plus honte. Elle sortit du salon, descendit l'escalier de marbre,
franchit les grandes portes vitrées de l'hôtel et respira l'air frais de la nuit parisienne. Elle marcha longtemps, sans vraiment savoir où elle allait. Les rues calmes du quartier la rassuraient, lui permettèrent de reprendre pied dans la réalité. Arrivée chez elle tard dans la nuit, elle retira ses chaussures, posa la robe sur le lit et s'assit en silence. Elle repensa à chaque détail, chaque mot échangé, chaque regard. Ce n'était pas un conte de fées. Elle ne s'était pas transformée en princesse, mais elle avait eu un moment à elle, un vrai. Elle savait que ce genre d'instant ne se reproduisait pas souvent. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose avait changé. Une porte s'était entr'ouverte. Pas celle du monde de Vincent, mais celle de sa propre confiance. Elle ouvrit la fenêtre, laissa l'air de novembre entrer, puis en se couchant, elle sourit légèrement. Pas parce qu'elle espérait qu'il la recontacte, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait été plus qu'une silhouette anonyme. Elle avait été Claire, et ce soir-là, c'était déjà immense. Le lendemain matin, Claire se réveilla tard. La lumière traversait les rideaux avec douceur, mais elle avait la sensation d'avoir à peine dormi. Son esprit, encore engourdi par les souvenirs de la veille, peinait à croire que tout cela avait réellement eu lieu. Elle se leva, passa devant le miroir sans oser s'y attarder, puis alla préparer le petit déjeuner pour sa grand-mère, qui dormait encore. L'appartement était calme, modeste, sans luxe, un monde éloigné de celui du Montrose, mais pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. Une tension nouvelle, à peine perceptible. Elle alluma la radio par habitude, puis consulta son téléphone. Plusieurs notifications s'affichaient, dont certaines inhabituelles, messages de camarades de l'université, alertes de groupes de discussion et même des numéros inconnus. Elle fronça les sourcils, perplexe, et ouvrit une application d'actualité locale. Le souffle lui manqua presque en voyant la photo qui s'affichait en tête d'article. Vincent Delacroix, au bras d'une femme inconnue, dansant sous les lustres du Montrose. L'image prise avec élégance par un photographe de gala capturait un moment précis de la veille. Son regard posé sur Claire, leurs mains jointes, la robe bleue, les regards des invités en arrière-plan. Le titre, en lettres capitales, était évocateur. La mystérieuse inconnue qui a fait tourner la tête du plus discret des millionnaires. Claire sentit son estomac se contracter. Elle cliqua fébrilement sur l'article. Il n'y avait pas de nom, pas de détails sur elle. L'auteur parlait d'une apparition inattendue, d'un geste qui avait étonné toute l'assistance et surtout de l'expression de Vincent Delacroix, qui semblait étrangement sincère, presque ému. Les commentaires en ligne étaient déjà nombreux. Certains parlaient d'une nouvelle conquête, d'autres spéculaient sur une actrice discrète, une muse secrète, une riche héritière cachée. Personne ne semblait imaginer la vérité, mais Claire savait que cela ne tiendrait pas longtemps. Elle se sentit envahie d'un mélange d'angoisse et de honte. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas cherché à être photographiée ni à attirer l'attention. Elle s'était seulement laissée emporter par un moment de grâce inattendu. Et maintenant, elle devenait un sujet de spéculation. Elle referma l'application d'un geste brusque, puis tenta de se concentrer sur la matinée. Mais les messages continuaient d'arriver. Des amis lui demandaient si c'était bien elle. Une camarade de cours affirmait l'avoir reconnue. Une autre, plus distante, envoyait un lien accompagné d'un « Tu sais que t'es partout, là ?» Claire se rendit à l'université plus tard dans la matinée, espérant que l'agitation se calmerait. Elle portait des vêtements sobres, un manteau trop grand, les cheveux attachés simplement. Mais dès son arrivée sur le campus, elle sentit les regards se poser sur elle. Certains étaient admiratifs, d'autres moqueurs, d'autres encore purement curieux. Elle garda la tête basse, traversant les couloirs comme une ombre. Pourtant, les murmures la suivaient, les questions aussi. On l'interrogeait à demi-mot, on chuchotait à son passage. Elle aurait voulu disparaître. Assise au fond de l'amphithéâtre, elle tenta de suivre le cours, mais ses pensées s'échappaient sans cesse. Elle revoyait la scène du bal, la main de Vincent, le silence de la salle, la musique, ce moment hors du temps qu'elle avait cru pouvoir garder pour elle. Elle avait tort. Rien n'est jamais vraiment secret, pas dans un monde saturé de caméras et de réseaux. Elle se demanda s'il avait vu les articles, s'il avait regretté ce geste, s'il pensait à elle. Et aussitôt, elle se maudit de nourrir de telles pensées. Ce n'était pas sa place. Elle n'aurait jamais dû y aller. Dans l'après-midi, elle rentra chez elle plus tôt que prévu. Elle ne voulait plus affronter les regards, ni les sous-entendus. Elle voulait retrouver le silence familier de son appartement,
le ronron du chauffage, le parfum léger du thé que sa grand-mère aimait tant. Mais, même là, elle ne parvenait pas à s'apaiser. Elle pensa à la lettre qu'elle n'avait pas encore ouverte, celle de l'université de Lyon où elle avait postulé pour un master en gestion des organisations sociales. Elle l'avait reçue 2 jours auparavant, mais n'avait pas eu le courage de l'ouvrir. Trop peur d'être déçue, trop peur aussi d'espérer. Elle prit l'enveloppe posée sur son bureau, la tourna dans ses mains. Son nom y était écrit en lettres nettes, Claire Moreau. Elle l'ouvrit lentement, déplia la feuille. Ses yeux parcoururent les premières lignes, puis s'arrêtèrent. Elle resta immobile quelques secondes, incapable de comprendre. Elle relut, et cette fois, elle comprit. Elle était acceptée, avec mention, et une bourse intégrale couvrant les frais d'inscription, de logement et une partie du quotidien. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'assit, la lettre entre les mains, incapable de retenir les larmes qui montaient. Elle venait d'avoir une chance immense. Une porte s'ouvrait, une vraie. Pas une illusion dans un salon doré, mais une possibilité concrète de construire la vie qu'elle avait toujours voulu. Et pourtant, un doute restait, une ombre. Elle repensa à Vincent, à ce moment sincère, à la façon dont il l'avait regardée, à la douceur de ses gestes, à l'écoute attentive. Il n'avait rien à voir avec les autres. Il n'avait jamais cherché à l'impressionner ni à profiter d'elle. Il avait été différent. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait que ce n'était pas un simple caprice mondain. Alors que la nuit tombait sur Paris, Claire resta assise, la lettre sur ses genoux, le téléphone posé à côté d'elle, écran noir. Elle n'osait pas le rallumer. Elle avait peur de voir son nom traîner partout, peur de l'attention, peur du poids des rumeurs. Elle voulait protéger ce qu'il y avait eu entre eux, ce quelque chose de fragile, né dans une salle pleine de regards tranchants, mais qui avait su exister malgré tout. Elle comprenait que désormais, elle devait choisir. Garder le silence, fuir, se préserver, ou assumer et affronter. Ce soir-là, elle n'avait pas encore de réponse, seulement des questions. Mais une certitude s'imposait peu à peu. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et même si le monde s'obstinait à vouloir la définir selon ses propres règles, elle, pour la première fois, avait peut-être le courage de réécrire les siennes. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels Claire tenta de se faire petite, d'effacer les traces de cette soirée devenue trop grande pour elle. Elle n'avait répondu à aucun message, évité les réseaux sociaux, décliné toutes les invitations à en parler. À l'université, elle marchait tête baissée, ses écouteurs dans les oreilles, ignorant les conversations autour d'elle. Elle était devenue une sorte de légende silencieuse que tout le monde reconnaissait, mais que personne n'osait vraiment approcher. Certains l'enviaient, d'autres la critiquaient, mais tous la regardaient. Claire, elle, aurait donné n'importe quoi pour redevenir invisible. Elle n'avait parlé à personne de la lettre du master. Même sa grand-mère, fatiguée, ignorait encore la nouvelle. Claire avait décidé de garder cette victoire pour elle, au moins quelque temps, comme un talisman secret. La joie de cette acceptation venait avec une pression immense. Un changement de ville, un nouvel environnement, une exigence accrue. Mais c'était ce qu'elle avait toujours voulu, une échappatoire, une ascension méritée. Et pourtant, depuis le bal, une autre pensée, plus confuse, s'imposait à elle, persistante, celle de Vincent. Il n'avait pas cherché à la contacter. Pas un message, pas un appel. Peut-être ne connaissait-il même pas son nom. Peut-être avait-il vu l'article, lu les commentaires et décidé que cela ne valait pas la peine. Ou peut-être simplement, il ne voulait pas s'impliquer davantage. C'était possible, probable et logique. Elle n'était qu'un détail insolite dans sa vie bien ordonnée, une curiosité mondaine qui avait occupé une soirée. Rien de plus. Mais Claire avait tort. Ce jeudi-là, alors qu'elle quittait la bibliothèque de l'université avec un dossier sous le bras, elle aperçut un attroupement inhabituel devant les grilles. Des étudiants s'étaient regroupés, chuchotant, certains prenant des photos à distance. Elle ne prêta pas attention, pensant qu'il s'agissait encore d'un événement ou d'un invité extérieur. Elle poursuivit sa marche, pressée de rentrer, jusqu'à ce qu'une voix l'appelle. « Claire !» Elle s'arrêta net. Elle connaissait cette voix. Elle la reconnaîtrait entre mille. Elle tourna lentement la tête, et son cœur sembla rater un battement. Là, debout près des grilles, vêtu d'un manteau sombre, Vincent Delacroix la fixait. Il était seul,
sans attaché de presse, sans garde du corps, sans costume 3 pièces. Juste lui, sobre, présent, réel. Et il venait de prononcer son nom. Claire sentit le sang affluer à ses joues. Autour d'elle, les étudiants murmuraient, curieux, excités. Elle aurait voulu disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. Vincent s'avança calmement, ses yeux rivés aux siens. Il s'arrêta à quelques pas, respectant une distance, une hésitation. « Je ne voulais pas te troubler, mais j'ai mis 2 jours à te retrouver, et je devais te voir. » Elle resta silencieuse. Elle ne comprenait pas. Tout semblait irréel. « Je voulais m'excuser, » poursuivit-il. « Pas pour la danse, jamais, mais pour ce qui est arrivé après. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je n'ai jamais voulu que ton nom circule, que ta vie soit exposée. Et surtout, je ne voulais pas que tu te sentes utilisée. » Claire inspira profondément, essayant de retrouver sa voix. « Tu ne m'as pas utilisée. C'était inattendu, mais sincère, je crois. » Il sourit légèrement. C'était vrai. Chaque mot, chaque geste. Un silence s'installa. Elle aurait voulu lui dire 1000 choses, lui poser des questions, comprendre ses intentions. Mais elle n'en trouva aucune. Elle fit alors un signe de tête vers un petit café à l'angle de la rue, un lieu discret, modeste, presque vide à cette heure de la journée. Il comprit aussitôt et la suivit. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Le serveur les reconnut mais n'eut aucune réaction particulière. Le lieu semblait hors du monde, hors des rumeurs. Vincent commanda un thé noir, Claire un chocolat chaud. L'atmosphère était étrange, suspendue. Elle le regarda vraiment pour la première fois, sans la lumière des lustres, sans le costume impeccable, sans les regards extérieurs. Il paraissait plus jeune, plus fragile, plus humain. « Tu veux savoir pourquoi je suis venu ?» demanda-t-il après un instant. Elle acquiesça. « Parce que depuis ce soir-là, je pense à toi, et pas à cause de la presse ni du scandale, mais à cause de ce que tu es, de ce que tu représentes. Tu ne cherchais rien, tu n'attendais rien. Et pourtant, tu m'as offert plus que tous les gens autour de moi depuis des années. » Claire sentit une émotion sourde en elle. Elle ne voulait pas se laisser emporter. Elle devait rester lucide, réaliste. Leur monde n'était pas le même. « Je vais partir, » dit-elle doucement. « J'ai été acceptée à Lyon, un master que j'attendais depuis longtemps. C'est important. » Vincent hocha la tête, sans surprise. « Je ne suis pas venu pour t'arrêter. Je suis venu pour te dire que je te soutiens. Que je veux connaître la vraie Claire, pas celle qu'on a fantasmée dans les journaux, et que si tu me laisses une place, même petite, je la prendrai. » Elle le regarda longtemps. Il n'y avait ni arrogance ni urgence dans sa voix, seulement une vérité simple. Claire but une gorgée de son chocolat devenu tiède. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait même pas si elle voulait mêler sa vie à celle d'un homme comme lui. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur d'y penser. Ils quittèrent le café sans se toucher, sans se promettre quoi que ce soit. Mais au moment de se séparer, elle se tourna vers lui et dit « Je ne suis pas facile à suivre. » Il répondit sans hésiter « Je n'ai jamais cherché la facilité. » Et dans le regard qu'ils échangèrent, il y avait une promesse silencieuse, non pas de romance parfaite, mais de respect, d'écoute, de quelque chose de vrai. Et pour Claire, en ce moment précis, c'était déjà immense. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation confuse d'espoir, mêlée d'inquiétude. La rencontre avec Vincent, la veille, avait laissé une empreinte indélébile. Il n'avait rien promis de concret, il n'avait formulé aucune déclaration extravagante, et pourtant, ce qu'il avait dit, et surtout, la manière dont il l'avait dit, résonnait encore en elle avec une sincérité rare. Pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir été entendue, vue au-delà des apparences. Cela aurait dû suffire pour apaiser ses doutes, mais elle savait aussi que le monde extérieur ne lui laisserait pas cette paix si facilement. Elle prépara du thé, s'assit près de la fenêtre ouverte et tenta de se concentrer sur ses dossiers pour le master. Il lui restait tant à organiser. Logement, bourse, démarches administratives. Mais au lieu de cela, elle ouvrit machinalement son téléphone pour consulter les actualités, espérant secrètement que les médias avaient déjà oublié son existence. Elle n'avait rien posté depuis plusieurs jours, avait même supprimé ses anciens profils publics. Pourtant, dès qu'elle ouvrit l'application de messagerie, elle vit une série de messages alarmants. Certains venaient d'inconnus, d'autres de camarades de l'université.
Une amie lui envoya une capture d'écran accompagnée de quelques mots. « Regarde ce qu'ils ont publié ». Le lien la mena vers un blog mondain spécialisé dans les potins des milieux huppés. Le titre était sans appel. L'idylle du gala, pas si romantique que ça. Découvrez qui est vraiment la femme qui a charmé Vincent Delacroix. Claire sentit son cœur se serrer avant même d'avoir lu l'article. En quelques paragraphes, le blog révélait qu'elle travaillait comme femme de ménage aux Montroses. Ils avaient trouvé une ancienne fiche de paie, peut-être volée ou transmise par quelqu'un de l'intérieur. L'article insinuait qu'elle s'était introduite illégalement à la soirée, qu'elle avait profité d'une confusion pour se faire passer pour une invitée. Le ton était moqueur, méprisant, indigné. Les commentaires en dessous étaient encore pires. Certains la traitaient d'arriviste, d'autres de manipulatrice. D'autres encore la réduisaient à son statut, comme si cela définissait entièrement sa valeur. Les mots piquaient comme des flèches, chacun creusant un peu plus la faille qu'elle tentait de colmater depuis des années. Elle resta figée devant l'écran, incapable de pleurer, incapable même de réagir. Elle se sentait nue, exposée, trahie. 1 heure plus tard, alors qu'elle essayait de se calmer, son téléphone sonna. C'était Julie, sa collègue à l'hôtel. La voix était tendue, presque désolée. « Claire, il faut que tu saches, Camille est venue ici hier. Elle a parlé à la chef. Elle a laissé entendre que tu avais volé le carton d'invitation, que tu avais triché pour monter à l'étage du bal. Et ce matin, la direction veut que tu viennes t'expliquer. Ils disent que ce n'est pas officiel, mais tu devrais t'attendre à des conséquences. » Claire remercia faiblement et raccrocha. Elle comprit alors que Camille n'avait pas supporté l'humiliation du bal. L'orgueil blessé, l'envie, la rancune, tout s'était transformé en vengeance froide. Elle avait utilisé son influence, ses réseaux, son mépris pour lancer une machine destructrice. Et maintenant, cette machine broyait tout sur son passage. Claire sentit monter en elle une colère sourde, étouffée, pas seulement contre Camille, mais contre ce système dans lequel tout pouvait être retourné contre elle. Son silence, sa discrétion, même sa vérité. Plus tard dans l'après-midi, en sortant de l'université, elle fut surprise de voir une équipe de journalistes l'attendre près de la sortie. Un micro tendu vers elle, des flashs d'appareils photo. On lui posait des questions brutales. « Est-il vrai que vous avez menti sur votre identité? Depuis combien de temps fréquentez-vous Vincent Delacroix? Avez-vous utilisé votre poste pour vous introduire au bal ?» Elle ne répondit à aucune question, bousculée par l'angoisse. Elle fit demi-tour, rentra chez elle à grandes enjambées, claqua la porte derrière elle et s'effondra contre le mur du couloir. Sa grand-mère, inquiète, sortit de sa chambre, mais Claire se força à sourire. Elle ne pouvait pas lui infliger tout cela, elle n'en avait pas la force. Le soir venu, elle tenta de joindre Vincent. Elle n'avait pas son numéro direct, seulement l'adresse mail qu'il lui avait donnée la veille, sur une carte glissée dans son carnet. Elle écrivit un message bref, sans plainte, sans demande. Elle y expliqua la situation, le harcèlement, les rumeurs, la peur qui s'installait. Elle n'attendait pas de miracle. Elle voulait seulement qu'il sache, qu'il entende, encore une fois, la vérité. Puis, elle se rendit dans sa chambre, ferma les volets, s'allongea sur le lit, sans allumer la lumière. Elle se sentait écrasée par une tristesse muette, une lassitude ancienne. Elle avait cru, l'espace de quelques jours, que quelque chose était possible, pas un conte de fées, mais un moment d'équilibre, un espace de respect mutuel, de tendresse nouvelle. Et voilà que tout s'effondrait sous le poids des jugements. Pourtant, au plus profond de ce chaos, une autre voix s'élevait doucement en elle, celle de la Claire qui, malgré tout, avait tenu bon pendant des années. Celle qui avait étudié en secret, qui avait soigné sa grand-mère sans jamais se plaindre, qui avait traversé l'humiliation sans cesser d'aimer. Cette Claire-là n'était pas morte. Elle tremblait, vacillait, mais elle existait encore. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Le matin suivant, un silence pesant régnait dans l'appartement. Claire s'était réveillée tôt, non par énergie mais par impossibilité de dormir davantage. La nuit avait été morcelée, entrecoupée de rêves confus et de souvenirs qui se mélangeaient aux phrases blessantes lues la veille. Elle s'était levée sans bruit pour ne pas déranger sa grand-mère et s'était réfugiée dans la cuisine où la lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux défraîchis. Assise à la table, une tasse de café noir entre les mains, elle laissait ses pensées tourner en rond, cherchant une issue à cette spirale qui semblait la tirer vers le fond. Les articles continuaient à circuler.
Les blogs mondains s'étaient multipliés, chacun inventant sa propre version des faits. Certains la décrivaient comme une manipulatrice rusée, d'autres comme une opportuniste qui avait tendu un piège aux riches héritiers. Les pires insinuaient qu'elle avait tout prémédité. L'invitation volée, la robe, la danse, tout devenait une mise en scène à leurs yeux et la réalité, sa réalité, disparaissait sous cette fiction toxique. Elle avait reçu une réponse de Vincent dans la nuit. Un message bref mais clair. Il lui disait qu'il comprenait, qu'il suivait la situation de près et qu'il allait agir. Elle ne savait pas ce qu'il entendait par là, mais ces quelques lignes lui avaient apporté un apaisement ténu, comme une main tendue dans l'obscurité. Pourtant, au fond d'elle, la question persistait. Devait-elle continuer? Devait-elle accepter ce que le monde voulait faire d'elle? Ou couper court à tout cela avant qu'il ne soit trop tard? Son regard tomba sur une pile de papiers oubliés sur le buffet. Parmi les factures, les courriers administratifs et les notes griffonnées, une enveloppe blanche attira son attention. Elle la reconnut aussitôt. C'était la fameuse lettre, celle de l'université de Lyon. Elle l'avait ouverte quelques jours plus tôt, mais dans la tourmente des événements récents, elle l'avait reléguée à l'arrière-plan. Et maintenant, elle était là, comme une promesse silencieuse qu'elle avait négligée. Elle prit l'enveloppe, sortit la lettre, relut chaque mot avec lenteur. L'acceptation au master, la bourse complète, l'accompagnement personnalisé pour les étudiantes en difficulté financière. Tout y était, noir sur blanc. Son avenir, sa chance, sa victoire. Et pourtant, elle ne ressentait pas la joie qu'elle aurait imaginée. Pas maintenant. Elle sentait en elle un poids plus profond. Le doute. Était-elle encore capable de faire ce choix pour elle-même? De tourner la page de Paris, de laisser derrière elle ce scandale, ces regards, cette tension constante? Et surtout, pouvait-elle partir sans regret, sans se demander ce qui aurait pu être avec Vincent? L'idée de tout quitter était séduisante. Un nouveau départ. Une ville où personne ne la connaissait, où elle pourrait redevenir une étudiante anonyme, concentrée sur ses études, sur sa vie. Mais en même temps, une autre voix lui soufflait qu'il ne fallait pas fuir. Pas encore. Pas comme ça. Le reste de la journée se déroula dans une torpeur étrange. Claire accompagna sa grand-mère chez le médecin, fit quelques courses, tenta de reprendre un rythme normal. Mais rien n'avait vraiment de goût. Elle errait dans les rues de son quartier, observant les passants, les vitrines, les enfants qui couraient, comme si tout cela appartenait à un autre monde que le sien. Elle croisa deux jeunes femmes qui la reconnurent. Elles échangèrent un mot, puis un regard, puis éclatèrent de rire. Claire accéléra le pas, le visage tourné vers le sol. Ce n'est qu'en rentrant chez elle qu'elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle s'assit à son bureau, prit une feuille blanche et un stylo. Elle écrivit une lettre, non pas à l'université, mais à elle-même. Elle y décrivit tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait ressenti. Elle n'essaya pas d'être forte ou lucide. Elle fut simplement honnête. Elle écrivit sa peur, sa colère, sa solitude. Elle parla de la honte, de la fierté, du doute. Et à la fin, elle posa cette phrase, presque à voix haute. « Je ne veux plus me cacher ». Elle rangea la lettre dans un tiroir, puis sortit de nouveau. Cette fois, elle prit le métro en direction du centre. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais ses pas la menèrent vers un endroit familier, le parvis du Montrose. Là où tout avait commencé. Le grand bâtiment se dressait, majestueux, insensible à ce qui avait bouleversé sa vie. Claire resta de longues minutes à le contempler avant de tourner les talons. En chemin vers la maison, elle prit une décision. Elle allait accepter l'offre de Lyon. Elle allait partir. Pas pour fuir, mais pour se reconstruire. Elle n'allait pas effacer ce qui s'était passé, ni prétendre que cela n'avait jamais existé. Mais elle refusait de laisser les autres définir son histoire. Elle n'était pas une anecdote ni une erreur mondaine. Elle était Claire Moreau, étudiante, travailleuse, petite fille dévouée. Et désormais, elle serait aussi future diplômée d'un master prestigieux. Mais il restait une chose à faire avant son départ. Un dernier échange. Une vérité à offrir à quelqu'un qui, malgré la distance de leur monde, avait su lui tendre la main. Parce que, qu'elle le veuille ou non, Vincent Delacroix faisait désormais partie de son histoire. Et elle ne voulait pas lui tourner le dos sans lui dire ce qu'elle pensait réellement. Le dimanche matin, le ciel de Paris était voilé, d'un gris pâle qui annonçait une journée sans éclat. Claire s'éveilla avec une décision ferme en tête, une de celles qui ne tremblent plus. Elle avait passé la nuit à relire ses mots, à réorganiser ses pensées, à tracer sur papier ce qu'elle devait exprimer à Vincent. Il était temps de parler, pas par message, ni par allusion, en face.
Elle ne voulait ni promesse ni mise en scène. Elle avait besoin d'authenticité, de clore ou de commencer, mais sans ce flou qui l'étouffait. Elle enfila un pull simple, un jean, attacha ses cheveux et se dirigea vers la station de métro. Elle avait trouvé l'adresse de Vincent par une mention discrète sur une carte de visite glissée dans l'un des documents de la fondation qu'il dirigeait. Elle ne savait pas s'il serait là, ni même s'il accepterait de la recevoir. Mais elle devait essayer. Elle ne supportait plus le silence entre eux, ce vide chargé de suppositions et de doutes. Elle ne voulait pas emporter ce poids avec elle à Lyon. L'immeuble était situé dans le 16e arrondissement, sobre mais élégant, sans ostentation. Claire hésita un long moment devant l'interphone. Son doigt tremblait légèrement lorsqu'elle appuya sur le bouton. Une voix calme répondit. Elle dit simplement « C'est Claire Moreau, j'aimerais lui parler. Juste quelques minutes. » Il n'y eut qu'un court silence avant qu'un clic n'indique l'ouverture de la porte. Elle gravit les étages avec lenteur, son cœur battant fort mais régulier. Vincent l'attendait sur le seuil. Il portait un pull beige, un pantalon de coton, ses cheveux légèrement en désordre, comme s'il avait passé la matinée à lire ou à réfléchir. Il s'effaça pour la laisser entrer, sans poser de questions. L'intérieur de l'appartement était lumineux, décoré avec goût mais sans luxe criant. Des livres partout, des plantes, quelques tableaux abstraits. Un espace qui lui ressemblait, discret, précis, calme. Ils s'assirent dans le salon. Un silence s'installa, lourd mais pas hostile. C'était l'attente d'une vérité, pas d'un conflit. Claire respira profondément, puis parla. « Je voulais te dire les choses clairement, sans détour, parce que je vais partir. Le master à Lyon, j'ai décidé de l'accepter. Et je pars dans 10 jours. » Vincent acquiesça lentement, sans surprise apparente. Il ne parla pas, l'écoutant avec attention. « J'ai hésité beaucoup, pas à cause de la peur, pas à cause de tout ce qu'on a dit sur moi, mais à cause de toi, parce que je ne savais pas si ce qu'il y avait entre nous pouvait continuer, ou même commencer. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne veux pas être une histoire étrange dans ta vie, une anecdote, une exception. Je veux être choisie. Pas par défaut, pas par pitié, pas parce que c'est inattendu. » Vincent se redressa, son regard devenant plus intense. « Claire, tu n'as jamais été une exception pour moi. Tu es la première personne depuis des années qui m'a fait sentir que j'étais plus qu'un rôle, plus qu'un nom. Tu m'as surpris, oui, mais tu m'as aussi rappelé ce qu'est la vérité. Et ça, personne ne l'avait fait depuis très longtemps. » Elle baissa légèrement les yeux, touchée, mais continua. « Je ne veux pas que tu renonces à ton monde pour moi. Et je ne renoncerai pas au mien. Je veux construire quelque chose de réel. Si cela doit être, que ce soit sur une base solide. Sinon, je préfère partir seul. » Un silence accueillit ces mots. Puis, Vincent se leva lentement, alla jusqu'à une étagère, en sortit une enveloppe et la tendit à Claire. « Je voulais te remettre ça quand le moment serait juste. Il s'agit d'une lettre de soutien que j'ai écrite pour ton dossier de logement à Lyon. Ils ont des procédures complexes, et ton profil pourrait bénéficier d'une caution morale. Je n'ai pas mis mon nom en avant, juste ce que je pense de toi en tant que personne. » Claire ouvrit l'enveloppe, lut quelques lignes. Son cœur se serra. Ce n'étaient pas des flatteries, ni des éloges creux. C'étaient des mots sincères, mesurés, admiratifs. Un hommage discret à son courage, son intégrité, sa détermination. Elle leva les yeux, émue. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Parce que je veux que tu sois libre. Et qu'un jour, si tu choisis de revenir vers moi, ce soit parce que tu le veux vraiment. Pas parce que tu te sens redevable ou attaché par les circonstances. Je ne veux pas t'acheter, Claire. Je veux mériter ta confiance. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, silencieuses, brûlantes. Elle posa une main sur la joue de Vincent, brièvement, puis se leva. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais maintenant je sais une chose. Je n'ai plus honte d'où je viens, et je n'ai plus peur de ce que je peux devenir. » Vincent la raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'elle ne parte, il lui prit doucement la main. « Peu importe ce que tu décideras, sache que tu as changé ma manière de voir le monde. Et ça, personne ne pourra jamais l'effacer. » Claire sortit dans la rue, le cœur battant fort mais serein. Elle n'avait plus besoin de fuir. Elle avait affronté ce qu'elle craignait le plus, le regard d'un homme qui aurait pu la juger. Et elle en était ressortie plus forte. Paris lui semblait moins oppressante, moins étrangère, et elle, dans cette ville immense, n'était plus une ombre.
Elle était une femme qui avait osé parler, osé aimer, et surtout, osé se choisir elle-même. Le matin suivant, le silence dans l'appartement de Claire pesait comme une épreuve. La lumière timide passant par les volets entr'ouverts semblait hésiter à entrer, comme si elle-même redoutait ce qui allait advenir. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son esprit s'agitait encore des mots de la veille, des reproches lancés dans l'ombre, du regard décidé de Vincent quand il l'avait aidée à se relever d'elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Non pas le scandale, non pas la rumeur, mais la vérité qu'elle portait en elle. Elle devait affronter le monde, non pour chercher la compassion, mais pour revendiquer son droit d'exister, sans honte, sans excuse. Alors elle s'installa devant son ordinateur, ses doigts tremblants effleurant le clavier. Chaque touche résonnait comme un défi. Elle écrivit un texte court, intime, brut, presque maladroit, mais sincère. Elle y parlait de sa vie, de son travail de femme de ménage, de ses études, de sa grand-mère, de ses rêves simplement humains. Elle y racontait la soirée aux Montroses, non comme un conte mondain, mais comme un moment de vérité, un moment où elle avait vu l'élégance non comme un écrin, mais comme un miroir de ce qu'on choisit d'être. Elle expliquait ce qu'elle avait ressenti lorsqu'un homme riche l'avait invitée à danser, non pas pitié, non pas un caprice, mais un geste de respect étrange, profond, rare. Elle concluait qu'elle n'était ni victime ni opportuniste, mais une femme qui avait eu le courage de croire qu'elle méritait d'être vue, d'être entendue, d'être respectée. Elle publia son témoignage sur un blog d'opinion, un site de réflexion sociale modéré, avec pseudonyme au départ. Elle hésita longuement avant d'appuyer sur « Publie », puis elle attendit. Les heures semblaient s'étirer, lourdes, suspendues. Son téléphone resta muet, puis vibra. Un message, puis deux, puis des dizaines. Des soutiens inattendus, des partages, des mots de reconnaissance. Elle relut les premiers commentaires, incrédule. « Merci de dire la vérité, très courageuse. » Enfin, une voix qui ne se cache pas. Et puis les articles commencèrent à venir. Un journaliste de renom copia son texte, citant ces mots, la présentant comme « la femme de ménage qui a mis à nu le vernis de la haute société ». Un autre site ironisa sur le « scandale improbable », mais sans pouvoir la discréditer. On parlait de justice sociale, de déséquilibre des classes, de dignité volée. Quand les premières pages des journaux en ligne citèrent son nom, Claire sentit son cœur se serrer. Mais ce n'était plus la peur. C'était la colère tranquille d'une femme qui ne voulait plus être réduite à un statut. Elle regarda son reflet dans la vitre de l'immeuble. Une silhouette ordinaire, des traits tirés, les cernes d'une nuit blanche. Et dans ce visage fatigué pourtant, une lueur nouvelle, celle de la dignité retrouvée. Elle se souvint de la voix de sa grand-mère, de ses mots, de ses encouragements silencieux. Elle avait promis de tenir bon. Elle tiendrait. Quelques heures plus tard, le téléphone de Vincent sonna. Il lut l'article, regarda les messages, des milliers, l'écho d'une parole enfin levée. Il comprit que le geste privé qu'il avait posé s'était transformé en onde publique. Sans attendre, il envoya un communiqué à la presse. Il y exprimait ce qu'il avait ressenti, admiration, respect, et la certitude que la femme qu'il avait rencontrée n'était pas un hasard, mais une personne digne de sa sincérité. Il évoquait son engagement à soutenir tout projet de réinsertion, d'éducation, d'équité. Il disait que ce qui importait n'était pas la robe, ni le décor, mais l'authenticité. Il nomma Claire, la regarda dans les yeux. Il assumait ce geste, sans honte, sans calcul. Les réactions furent immédiates. Certains louèrent son courage, d'autres l'accusèrent de jouer la carte du scandale. Mais l'équilibre avait changé. Le débat s'ancrait désormais non dans des ragots, mais dans des questions sociales. Qu'est-ce qu'une femme mérite? Qui peut juger son histoire? La place qu'on lui assigne? Claire lut les articles, les débats, les commentaires durs et les soutiens touchants. Elle sentit qu'un poids ancien se déchirait en elle. Elle comprit que ce bal n'avait pas seulement mis en lumière un homme et une femme. Il avait révélé la fragilité d'un système. Il avait brisé des ombres. Le soir même, elle reçut un message d'un organisme de bourse, une fondation solidaire qui lui proposait une aide supplémentaire pour ses études. Non pas seulement matérielle, mais un accompagnement moral, des ateliers, un réseau d'étudiantes au parcours semblable. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut vraiment que ses rêves avaient une chance. Pas parce qu'un homme riche avait offert une danse,
mais parce qu'elle-même avait osé prendre la parole, assumer son nom, revendiquer sa dignité. Elle repensa à l'escalier du Montrose, à la robe tachée, au rire, au regard de haine ou de mépris. Elle revit la salle de bal, les lustres, le cristal, les rires forcés, mais elle ne ressentit plus de peur. Elle sentit la puissance d'une vérité rendue publique. Elle sentit l'énergie d'une femme qui cesse de se taire, et tandis que la nuit tombait sur Paris, elle retourna sur le balcon de son modeste appartement, leva les yeux vers le ciel gris et sut qu'elle avait franchi une frontière intérieure. Ce n'était plus une question de statut, ce n'était plus une question de richesse, de classe ou de préjugés. C'était une question de voix, de vérité, de justice humaine. Elle avait déclenché un vent de changement, d'abord en elle-même, puis dans le regard des autres. Et ce vent, désormais, ne s'arrêterait pas. La frénésie médiatique s'apaisa peu à peu, comme toutes les tempêtes qui finissent par se lasser d'elles-mêmes. Ce qui, quelques jours plus tôt, avait agité l'opinion publique, fait vibrer les réseaux sociaux et enflammer les discussions de salon, s'éteignit comme un feu trop vite alimenté. D'autres sujets prirent le relais. Une réforme controversée, une nomination politique, une rumeur sur une actrice célèbre. Claire, lentement, sentit la pression s'éloigner. Elle n'était plus au centre des projecteurs. Son nom n'apparaissait plus en gros titres. On ne la suivait plus dans les couloirs de l'université. On ne l'attendait plus à la sortie de son immeuble. Ce silence nouveau, elle l'accueillit avec gratitude. Il n'était pas vide, il était nécessaire. Il la protégeait, la recentrait. Elle put enfin respirer, recommencer à marcher dans la rue sans avoir le ventre noué, à répondre au téléphone sans craindre une voix moqueuse ou inquisitrice. Elle reprit ses habitudes, avec une lucidité plus ancrée. Elle n'était plus naïve. Elle savait à quelle vitesse le monde pouvait vous porter au nu ou vous écraser. Mais elle savait aussi que quelque chose en elle avait changé pour de bon. Elle continua à préparer son départ pour Lyon. Elle avait trouvé un petit studio étudiant non loin du campus, grâce au soutien de la fondation que Vincent lui avait mentionné. L'endroit était modeste, mais propre, calme, lumineux. Elle s'y voyait déjà, étudiant la nuit, préparant ses présentations, buvant du café froid en relisant ses notes, courant d'un séminaire à l'autre avec cette fatigue propre aux gens qui croient encore en leur chance. Elle rêvait de ce quotidien, de cette lente construction loin des flashs, des fantasmes et des intrigues sociales. Quant à Vincent, il ne s'imposa pas. Il ne surgit pas soudain, avec de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires. Il resta en retrait, mais présent. Il lui écrivait parfois des messages courts, sincères, jamais pesants. Il lui parlait de ses lectures, lui envoyait une chanson, une citation. Il ne cherchait pas à la convaincre de rester, ni à s'immiscer dans ses choix. Il respectait son espace, et c'était cela, paradoxalement, qui la touchait le plus. Il ne cherchait pas à apprendre. Il voulait seulement être là, si elle voulait bien l'y autoriser. Ils se virent quelquefois, toujours discrètement. Une balade au bord de la Seine, un café dans une librairie cachée, une visite impromptue à une exposition. Leurs échanges étaient simples, profonds. Claire ne se sentait pas obligée de briller, de séduire, de justifier son existence. Avec lui, elle pouvait parler de sa grand-mère, de ses angoisses, de ses lectures, de son passé sans phare. Vincent, de son côté, se dévoilait peu à peu. Il lui raconta son enfance, les pensionnats, l'absence d'une mère partie trop tôt, la solitude des réunions de conseil d'administration où personne ne vous appelle par votre prénom. Il n'était pas malheureux, mais il était souvent seul. Avec Claire, il ne l'était pas. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans un parc, il lui dit « Tu n'as pas idée de ce que ça change pour moi de pouvoir être Vincent, et pas seulement Delacroix. » Elle répondit « Et toi, tu ne sais pas ce que ça fait, d'être vu sans qu'on me définisse par ma fonction ou mon adresse. » Il n'avait pas besoin de déclaration. Ce qu'il construisait tenait dans ces petites vérités partagées, dans ces silences qui ne demandaient rien d'autre que d'être vécus. À la maison, Claire parlait peu de Vincent à sa grand-mère. Non par secret, mais parce qu'elle voulait protéger ce qu'ils étaient en train de bâtir, fragile et encore indéfini. Elle consacrait ses derniers jours à Paris à organiser leurs affaires, à préparer les médicaments, à coordonner les visites d'aide à domicile qui continueraient en son absence. Sa grand-mère, bien que fatiguée, percevait le changement en Claire. Un soir, alors qu'elle prenait le thé, elle lui dit « Je ne t'ai jamais vue aussi droite, aussi calme. Tu es devenue femme, Claire. Pas à cause d'un homme, mais parce que tu t'es tenue debout pour toi-même. » Claire sourit,
émue. C'était exactement cela. Elle ne fuyait plus. Elle ne cherchait plus à se fondre dans le décor. Elle n'était plus une femme de ménage honteuse de ses origines, mais une femme fière de son parcours. Elle savait d'où elle venait et elle savait où elle allait. Et cette clarté, personne ne pouvait la lui ôter. Les jours passèrent. Les cartons s'empilaient. Les trajets pour la préfecture, la banque, l'université se succédaient. Vincent l'aida une fois à porter des affaires, à fixer une étagère, à trier de vieux livres. Ils ne parlèrent pas d'avenir ni de relations. Ils parlèrent de présent, de gestes simples, de confiance lente. Claire n'avait plus besoin d'un miracle. Elle n'attendait pas qu'il vienne la chercher sur un cheval blanc. Elle voulait un partenaire, un homme capable de comprendre que l'amour ne se crie pas, il se vit, il se construit comme une maison qu'on répare à deux, patiemment. Et Vincent semblait prêt à cela, pas à conquérir, mais à apprendre, pas à promettre, mais à accompagner. Et cela pour Claire valait plus que tous les serments du monde. Elle était encore fragile, parfois envahie de doutes, hantée par la peur de ne pas être à la hauteur, mais elle avançait. Et chaque pas, même tremblant, était un acte de foi en sa propre valeur, un acte d'amour d'abord envers elle-même, parce que désormais, elle savait que le respect n'était pas un luxe, c'était un droit, et elle n'allait plus jamais s'en priver. Le grand jour était arrivé. Claire, valise en main, se tenait sur le quai de la gare de Lyon, le cœur un peu serré mais le regard droit. Autour d'elle, des voyageurs pressés, des familles, des étudiants comme elle, tous absorbés dans leur propre départ. Mais pour Claire, ce départ n'était pas une simple transition géographique, c'était un symbole, une ligne qu'elle franchissait entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle choisissait désormais de devenir. Elle n'était plus la Claire invisible du Montrose, celle qui nettoyait en silence des couloirs dorés. Elle était une femme debout, forte de ses blessures, de ses choix, de sa voix retrouvée. Le train roula à travers les paysages de fin d'été et elle observa les champs défiler sans vraiment les voir. Elle pensait à tout ce qui l'attendait, les cours, les nuits d'études, les rencontres nouvelles, la solitude aussi, sûrement, mais une solitude qu'elle aurait choisie. Une page blanche, une chance d'écrire une histoire à son image. Vincent ne l'avait pas accompagnée à la gare. Il le lui avait proposé, mais elle avait décliné. Non par froideur, mais parce qu'elle voulait faire ce premier pas seule. Elle savait qu'il comprenait. L'installation à Lyon fut rapide. Le studio était simple, lumineux, avec une grande fenêtre qui donnait sur une cour arborée. Elle y posa ses livres, accrocha quelques photos, un dessin d'enfant offert par une élève lors d'un stage. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle voulait de l'espace pour penser, pour construire. Les premiers jours de cours furent denses. Les professeurs exigeants, les contenus techniques, le rythme soutenu, mais elle aimait ça. Elle sentait son esprit se réveiller, ses idées s'organiser, sa voix s'affirmer peu à peu dans les débats. Vincent lui écrivait encore, à intervalles espacés, toujours sans pression. Il parlait de son travail, de ses lectures, parfois de ses doutes. Elle répondait quand elle en avait le temps, avec la même sincérité. Leur lien n'était pas figé. Il n'était ni possessif ni distant. Il était vivant. Un fil discret, tendu entre deux personnes qui avaient choisi de ne rien forcer. Les semaines passèrent. L'automne s'installa. Claire se faisait peu à peu une place. Elle participait à des ateliers, s'impliquait dans des projets associatifs. Elle donna même un témoignage dans une conférence sur la mobilité sociale. Sous son nom complet, sans honte. Sa parole était écoutée. Elle recevait des messages d'étudiants touchés par son histoire, des jeunes femmes qui se reconnaissaient en elle. Elle comprenait enfin que son parcours n'était pas une faiblesse, c'était une force. Et qu'en le racontant sans misérabilisme, elle ouvrait des chemins pour d'autres. Puis, un jour, elle reçut une invitation. Un bal caritatif, organisé par l'université, destiné à lever des fonds pour des bourses étudiantes. Elle lut le message avec un pincement au cœur. Elle hésita. Y aller, c'était risquer de revivre ce qu'elle avait fui. Mais c'était aussi l'occasion de prendre possession d'un espace qu'on lui avait autrefois refusé. Non comme intruse, mais comme actrice à part entière. Elle décida d'y aller. Elle choisit une robe simple, longue, couleur bordeaux, empruntée à une camarade. Elle attacha ses cheveux avec soin, maquilla légèrement ses yeux. Cette fois, elle ne cherchait pas à se faire oublier. Elle n'était pas là pour observer depuis les coulisses. Elle était là pour participer, pleinement. Lorsqu'elle entra dans la salle décorée de guirlandes sobres et de lumières chaudes,
Elle sentit un léger vertige, l'écho du Montrose peut-être, mais personne ici ne la jugeait. Les regards étaient bienveillants, les sourires sincères. Elle salua quelques personnes, prit un verre de jus de pomme, observa les premiers couples s'élancer sur la piste. Et c'est là qu'elle le vit, Vincent, appuyé contre un pilier, vêtu d'un costume gris clair, sans cravate, élégant, sans ostentation. Il l'observait avec ce regard calme qu'elle connaissait, ce mélange de fierté silencieuse et de tendresse contenue. Il n'avait pas annoncé sa venue. Il était venu sans invitation officielle, comme elle l'avait fait ce soir-là, des mois auparavant. Claire s'approcha de lui. Elle ne courut pas, ne sourit pas de manière excessive. Elle marcha lentement, sûre d'elle, ancrée. Arrivée devant lui, elle le regarda longuement. Aucun mot n'était nécessaire, mais elle parla quand même. « Cette fois, c'est moi qui te le demande. Tu veux danser avec moi ?» Vincent sourit, non comme quelqu'un surpris ou amusé, mais comme un homme qui comprend qu'un moment important est en train de se jouer. Il tendit la main, elle la prit, et ils allèrent ensemble sur la piste. La musique commença douce, presque familière. Ils dansèrent, cette fois sans peur, sans gêne. Claire connaissait mieux les pas, mais même si elle avait trébuché, elle n'aurait plus eu honte. Parce qu'il n'y avait plus rien à prouver. Leur danse n'était pas un spectacle, elle était une célébration de ce qu'ils avaient traversé, de ce qu'ils avaient refusé de laisser les autres détruire, d'eux-mêmes surtout. Autour d'eux, les gens dansaient aussi, riaient, discutaient. Personne ne chuchotait, personne ne pointait du doigt. Ils étaient deux êtres humains qui s'étaient trouvés au-delà des apparences, des statuts, des clichés. Et dans ce bal modeste, bien loin des fastes du Montrose, quelque chose de plus précieux se jouait, la possibilité d'un amour vrai, construit sur le respect, la patience et la liberté. La musique s'arrêta, mais ils ne lâchèrent pas la main l'un de l'autre. Ils restèrent là, au centre, à se regarder. Et dans ce silence partagé, Claire sut que, quoi qu'il advienne, elle ne reviendrait jamais en arrière. Elle avait dansé dans la lumière, et cette fois, elle n'en sortirait plus.